c'est justement l'authenticité, c'est très important dans tout ce qu'on fait d'un point de vue RH. On n'aura pas plus que les moyens qu'on se donne. Les miracles n'existent pas de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'on met en place d'un point de vue RH ? On met en place des principes, une philosophie, les valeurs, les standards. On essaye d'être le plus concret possible sur et quels sont les comportements attendus par rapport à ça. Et ensuite, les leaders locaux vont distiller tout ça, vont faire vivre tout ça au quotidien. Eux, ils vont faire le pont entre la culture globale et puis la réalité locale. Bienvenue sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste qui met en avant les entreprises qui concilient culture, entreprise forte et succès business. Et alors, pour faire ça à encore plus grande échelle, Harmony Inside, c'est un podcast, mais c'est aussi un label qui distingue les entreprises qui sont alignées autour d'une culture forte, d'une stratégie claire et dont les collaborateurs sont engagés. En bref, des entreprises harmonieuses, comme celle que vous vous apprêtez à découvrir dans cet épisode. Alors, si le label vous intéresse, toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Et d'ici là, bonne écoute. Bonjour Blandine. Bonjour Vincent. Écoute, merci beaucoup Blandine de m'accueillir en ce lundi matin dans vos superbes locaux chez Augury. Je suis très content d'être venu les visiter pour commencer la semaine. C'est un vrai plaisir. Ils sont vraiment très beaux, sous verrières, etc. En plein milieu du 9e arrondissement. Donc, s'il y en a que ça intéresse, c'est encore un argument pour aller bosser chez vous. Et justement, en parlant d'arguments, ce qui m'a beaucoup plu quand on s'est parlé pour préparer cet épisode, c'est que, contrairement à beaucoup de monde, tu n'opposes pas la culture et la stratégie, mais pour toi, l'un ne va pas sans l'autre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, alors déjà, merci de la visite. Vincent, on est vraiment ravis de t'accueillir dans nos locaux. Alors, culture et stratégie, c'est vrai que ça fait souvent l'objet d'un débat. Pour moi, il n'y en a pas de débat. Pourquoi ? Parce que dans ma conception des choses, déjà une entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est un collectif qui veut être profitable et qui veut être profitable sur la durée. Et donc pour ça, il a besoin de 3 piliers, ce collectif. Il a besoin d'une stratégie, clairement, c'est-à-dire une vision, quelque chose qui va porter le positionnement de l'entreprise sur son marché. Il a besoin de performance, évidemment, pour avoir des résultats. Cette performance, elle dépend des compétences aussi qu'il y a. Donc il y a besoin de développer ces compétences. Et 3e pilier, c'est la culture. La culture, c'est la bonne culture pour cette entreprise. Alors, il n'y a pas une bonne culture en soi, c'est la culture qui répond aux besoins de l'entreprise et qui est adaptée à ses ambitions, à son positionnement, etc. Donc, pour moi, en fait, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de débat, c'est que culture et stratégie sont nécessaires toutes les deux et je ne les oppose pas, c'est avec et ensemble. Et justement, avant de rentrer dans la culture d'Augury et comment tu construis la bonne culture pour la stratégie qui va avec, etc. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter Augury ? Oui, bien sûr. Alors, me présenter rapidement, je suis Blandine Kouyaté, je suis en charge de la fonction RH chez Augury avec le titre Chief People Officer. Comme on l'entend, la partie RH s'appelle People chez Augury, ça c'est très important. C'est un poste que j'occupe depuis 3 ans et demi à peu près. Je suis leader RH depuis plusieurs décennies. Et c'est un métier que je fais et que j'apprends à faire dès le départ avec passion. Pourquoi ? Parce que au-delà de la partie professionnelle, il y a la partie humaine et j'ai toujours été portée en tant qu'être humain sur tout ce qui est transformation, qu'elle soit individuelle, collective, personnelle ou professionnelle. Ce qui veut dire que dans l'aspect RH des choses, on a beaucoup de transformation et c'est donc pour ça que ce métier me plaît beaucoup. Et puis, d'un point de vue leadership aussi, ça m'apprend à développer mon leadership, mon style de leadership. Je pense qu'on apprend en tant que leader constamment dans sa vie. Et donc, moi, j'aime le faire et je place mes intentions pour le faire de manière authentique, pour le faire de manière à ce que ça porte le plus haut potentiel, au maximum, pour le faire aussi de manière multidimensionnelle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est une approche assez holistique, c'est-à-dire que toute situation, tout contexte a plusieurs facettes et a plusieurs angles de vue. Et j'aime prendre tous les angles de vue d'une situation et d'un contexte pour aller déterminer ensuite les actions, les stratégies, etc. Donc voilà, pour me présenter rapidement, c'est ce qui me porte d'un point de vue RH. Fait d'Augury un bon endroit pour le faire. Alors pour que ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément encore Augury comprennent bien, Augury c'est une adtech. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes, pour le dire très grossièrement, dans le business de la publicité, notamment en ligne. Ouais. Et globalement, c'est là que mes connaissances s'arrêtent, en général que celles du public s'arrêtent.
Et en général, quand on te parle de ça, on se dit ah c'est eux qui me spamment de pubs, etc., etc. Ça génère parfois un peu une méfiance. Je sais que justement c'est un sujet que vous avez adressé chez Augury, donc c'est en gros, qu'est-ce que vous faites concrètement et c'est quoi la vision de ce sujet que vous portez? Ouais. Alors c'est un sujet qu'on a adressé chez Augury et qui fait partie de sa fondation. Donc on va expliquer les choses. Effectivement, Augury est un acteur de la tech. La tech, c'est le marché de la publicité en ligne. Qu'est-ce qu'on fait? On propose des solutions publicitaires aux annonceurs et aux agences médias, tout en développant des partenariats avec des éditeurs. Ça, c'est notre métier, notre cœur de métier. Et en fait, Augury a été créé dès 2014, c'est-à-dire 4 ans avant toutes les régulations autour de RGPD, GDPR en anglais, et tout ce qui a été autour du respect de la vie privée et du respect des données personnelles. Et Augury a anticipé ça. Donc la vision d'Augury, au départ, c'est vraiment dans le cadre d'un marché qui est un marché publicitaire, où il y a un investissement et un besoin de ciblage des consommateurs par les annonceurs. Ça fait partie des règles du jeu. L'idée, c'est de créer de la donnée, parce que la donnée est très importante pour ce ciblage. Et la façon de créer la donnée, on se repose sur des enquêtes qui sont remplies en tout volontariat. Je suis consommateur, je veux remplir une enquête. Je suis consommateur, je ne veux pas. Voilà. Et c'est cette agrégation de données, on a quand même 1,5 milliard de données qu'on agrège sur la base de toute la donnée qui est collectée avec le consentement des utilisateurs. Elle nous permet de définir des profils, ce qu'on appelle des personas. Donc on cible non pas des individus, mais des personas. Oui, c'est ça qui m'étonnait, parce que t'as presque l'impression que c'est... Désolé pour ça, mais il y a un côté un peu ancien temps. Aujourd'hui, tu te dis, je suis ciblé parce que je suis allé sur tel site et tout le monde le sait très bien. Et ils savent que j'ai envie d'acheter un matelas, donc pendant 6 mois, je vais avoir que des pubs de matelas, quoi. Et c'est moi, c'est pas la persona de trentenaire, podcasteur, indépendant qui est ciblé. Alors, on peut identifier avec toutes ces données des personas très précis, en fait, et une batterie de personas très, très différents les uns des autres. Parce qu'un persona, c'est quoi? C'est un groupe anonymisé, c'est anonymisé. Donc là, c'est pas toi, Benjamin, mais c'est ton comportement d'achat. C'est l'attribut qui est autour de qu'est-ce qui t'intéresse, quelles vont être tes intentions d'achat. Voilà, donc ça, effectivement, et tu peux éventuellement faire partie de plusieurs personas en tant qu'individu, parce que tu auras plusieurs types de comportements. Donc voilà ce qu'on vise, qui fait que notre fondement premier chez Augury, tout en étant dans le marché de la publicité en ligne, c'est vraiment d'avoir à la fois ce ciblage précis et le respect de la vie privée et des données personnelles. Et alors, la dernière chose que je voulais dire par rapport à cette question de positionnement, de complexité d'un point de vue ad tech et aussi d'une certaine méfiance, c'est que nous, notre vision chez Augury, c'est qu'en fait, Internet ne pourrait pas être disponible, le contenu qui est sur Internet ne pourrait pas être disponible aux milliards de personnes qui l'utilisent de par le monde s'il n'y avait pas la publicité. Parce que c'est, dans le système actuel, la façon de financer, en fait, la gratuité du contenu sur Internet. Tout à fait. Donc, ça donne une forme de raison d'être et de finalité aussi à l'existence de la publicité en ligne. Et justement, cette vision-là et cette capacité de faire de la publicité, on va dire de manière éthique, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui a été le Far West pendant très longtemps et qui doit quand même continuer de l'être malgré les régulations, c'est une vision qui est très porteuse de ce que je comprends, puisqu'au final, Augury grandit très très fort. J'étais très content de refaire un épisode avec une entreprise en hypercroissance, parce qu'en ce moment, ça ne court pas trop les rues. comme tu sais, pour ceux qui écoutent cet épisode dans quelques années, il y a eu une période assez dure pour la tech dans les années 2023-2024. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur votre contexte chez Augury pour qu'on situe l'entreprise? Bien sûr. Alors, je ne vais pas vous donner et te donner de chiffres sur les résultats financiers, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on communique particulièrement. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une croissance globale et que ces dernières années, elle a été à 2 chiffres, qu'elle a dépassé la croissance du marché sur tous les marchés dans lesquels on est. Quand je suis arrivée, on avait 400 personnes. Donc, d'un point de vue humain, si on regarde aussi cette croissance-là, 400 personnes, que ce soit des contrats permanents, des contrats temporaires, stagiaires, apprentis et puis consultants. Et là, 3 ans et demi plus tard, on est 550. Donc voilà, il y a eu cet investissement qui a été fait et on ne pourrait pas investir si on n'était pas en forte croissance. Effectivement. On est aussi présent sur maintenant 19 marchés, après 10 ans d'existence. Donc, il faut remettre ça... Marchés, c'est 19 pays.
19 marchés, c'est 19 pays, oui, tout à fait. Et on est présent. Pourquoi je parle de marché? Parce que on couvre parfois les marchés à distance, ou alors on a plusieurs bureaux dans un même pays, un même marché. Donc il faut remettre ça dans le contexte d'une trajectoire finalement de 10 ans d'existence, et 10 ans plus tard, 19 marchés, 19 pays couverts. Donc ça fait ce qui fait des challenges à gérer sur la partie people, parce que tu en parlais sur cette croissance, ces personnes qui arrivent, il faut les attirer, les recruter, les intégrer, et puis faire en sorte que ça se passe bien avec tout le monde, et que c'est des gens qui n'aient pas d'anciens et de nouveaux. Et puis tu rajoutes à ça la question multiculturelle, on va dire, ou interculturelle, avec des marchés, des bureaux dans plein de pays, effectivement. Donc clairement, tu n'as pas dû t'ennuyer depuis que tu es arrivé. Alors je ne me suis pas ennuyée, et j'aime ne pas m'ennuyer, même si je ne suis pas forcément en recherche des obstacles ou des problématiques à gérer, mais elles se présentent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on établit, pour aller atteindre nos ambitions, on établit une culture qui est vraiment basée sur l'entrepreneuriat, parce qu'au départ, on a 2 cofondateurs, Jean Canzoneri, Thomas Pasquet, qui ont cette vision et qui créent cette entreprise. Et puis ensuite, on a les ambitions qui se développent. Très, très vite, le principe, c'était de dire, on ne va pas attendre d'être parfait dans un marché pour aller se développer dans d'autres marchés. Donc, il y a eu une expansion assez rapide dans d'autres pays. Et la réalité, c'est qu'on a aujourd'hui 26 bureaux. Sur ces 26 bureaux, il y en a 23 qui ont moins de 35 salariés. Ou alors, si je réduis encore un petit peu, on en a 12 qui ont de 1 à 10 salariés. Donc, tu vois, c'est une réalité, en fait, assez fragmentée d'un point de vue bureau. Et ça apporte une forme de complexité, en plus de la gestion de cette croissance, hyper-croissance. Oui, complètement. Et justement, tu parlais de vos fondateurs. Il y a une autre donnée dans cette période de transition multidimensionnelle, c'est aussi le fait que vous êtes passé d'une entreprise qui était l'idée par ses cofondateurs à une entreprise qui est l'idée par un CEO. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Parce que c'est pas si souvent qu'on a l'occasion de parler de ce cas de figure, et c'est un vrai changement en leadership. On a beaucoup parlé récemment du founder mode, etc., qui faisait un peu le buzz dans l'écosystème startup. Mais voilà, chez vous, comment ça s'est passé, cette transition? Oui, alors, on a toujours eu un CEO, en fait, mais il est clair que sur ces à peu près 8,5-9 premières années, l'entreprise a été complètement gérée par ses cofondateurs. Et puis, en début 2022, Geoffroy Martin, qui vient de l'univers de la publicité en ligne, nous rejoint en tant que COO, se met d'accord avec Jean et Thomas pour procéder à une transition progressive, est impliqué dans les décisions stratégiques tout du long, et au 1er janvier 2023, prend les rênes pour prendre le poste de CEO. C'est une transition qui s'est passée comme une étape naturelle, en fait, de l'évolution d'un business, et qui s'est passée en partenariat conjoint, en préparation conjointe. Donc oui, c'est une étape importante, parce que ça fait partie de cette évolution d'entreprise qui permet aussi d'aller apporter un autre style de leadership pour aller grandir différemment. Voilà, j'ai été très très impliquée aussi dans la mise en place, dans la préparation, dans la mise en place et dans le suivi derrière de la perception. Et comment est-ce que les équipes ont vécu ça? Parce qu'on le sait, bon, à 400, on est clairement plus une start-up, mais tu as toujours un attachement à la figure du fondateur qui est souvent proportionnel à ton ancienneté dans l'entreprise, et ces changements de leadership partout, mais encore plus dans une scale-up, ça peut souvent être compliqué à processer, à gérer. On se demande un peu à quelle sauce on va être mangé, en gros. Pour les équipes de chez Augury, comment ça s'est passé? Alors, chez Augury, ça s'est vraiment bien passé. Pourquoi? Parce qu'on a eu cette transition assez progressive, en fait. Et Geoffroy étant impliqué dans les décisions stratégiques très rapidement dès son arrivée, ayant aussi communiqué autour de la stratégie vis-à-vis de toutes les équipes, il était déjà très visible. Donc ça s'est passé, ça a été vécu comme une étape naturelle, je pense, sans grande surprise. Et on a aussi fait attention de vraiment communiquer de manière authentique et transparente. C'est-à-dire que quelques mois avant la date des faits de ce changement de poste, on a communiqué
au travers d'une visioconférence globale. Tout le monde était présent. Chacun pouvait décider de poser ses questions aussi si besoin. Ce qui fait que à partir du moment où on partage les informations sur les décisions et le contexte de la décision, toute personne étant un adulte va prendre cette information, la recevoir et ensuite gérer son changement. Bien sûr. Justement, j'allais te demander, maintenant que vous avez un peu de recul là-dessus, c'est quoi ton conseil et les ingrédients pour réussir cette transition-là? Parce que c'est une question qui se pose beaucoup. Ce que j'entends, c'est prendre le temps de le faire en biseau, avec une arrivée dans un rôle d'abord de CEO et une montée en charge progressive qui permet aussi aux équipes de connaître cette personne. Le côté, on communique de manière ouverte, transparente, avec la possibilité de poser ses questions, etc. etc. Est-ce que tu as d'autres... Oui, je pense que chaque situation peut être différente en fonction de l'historique, en fonction de la réalité présente. Donc la question, c'est justement de se poser les bonnes questions et de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Ce travail conjoint, il est très important. Donc ça, c'est hyper clé d'aller chercher ces discussions, d'aller préparer les choses ensemble et conjointement. Et puis la communication transparente, comme tu l'as dit, elle est très importante dans tout, quoi qu'il en soit. Et alors justement, en introduction, tu nous as parlé un peu de toi et de ton rôle. Finalement, aujourd'hui, comment est-ce que tu décris ton rôle de DRH, de Chief People Officer, dans une entreprise en hypercroissance? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, déjà, le rôle de DRH, on va l'appeler comme ça, on est en train de se parler en français, il peut varier selon les contextes. Effectivement, on est dans un contexte là d'hypercroissance. J'ai un mot, alors anglais pour le coup, qui me vient dans un premier temps, qui est enabler. C'est-à-dire, l'enabler, to enable, c'est faciliter. C'est peut-être catalyser pour en faire ressortir quelque chose, c'est permettre aussi. Donc, c'est vraiment un rôle qui est pivot. Et qui agit comme un partenaire stratégique des décisions, mais pas toujours pour prendre les décisions, c'est pour accompagner la prise de décision. Et donc, il faut être aussi bien clair sur le fait que on est dans un rôle d'influenceur des décisions. On recommande beaucoup, on prépare l'influence et on la travaille à beaucoup de niveaux différents et aussi pour accompagner toute l'évolution et tout le changement d'un business. C'est un rôle également qui peut comporter une certaine ambiguïté. Parce que finalement, on est à la croisée des chemins entre des intérêts qui peuvent être divergents. Alors, selon les contextes, quand on est en hypercroissance, il n'y a pas de tension autour de ça, a priori. Mais il peut toujours y avoir aussi des situations individuelles qui vont pas dans le sens de la situation ou des objectifs collectifs. Donc moi ça me dérange pas en tant que tel. Je manage with ambiguity, gérer dans l'ambiguïté, apprendre à gérer dans l'ambiguïté, c'est quelque chose avec lequel je suis confortable, mais qui peut aussi, quand on regarde le rôle, faire se poser des questions. Et j'imagine que ça s'apprend. Et ça s'apprend, ça s'expérimente. Ça s'apprend par l'expérimentation avant toute chose. Mais effectivement, il n'y a pas de bonne formation pour ça. Non, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. C'est comme le management. Et parfois, on fait des erreurs. L'idée, c'est de les accepter et d'en prendre toutes les conclusions et les apprentissages pour avancer. Et l'autre aspect aussi de ce rôle, c'est qu'il est très systémique, finalement. Il y a également l'aspect à prendre en considération du court terme versus le long terme. Parce que fondamentalement, en tant que DRH, mon impact et l'impact du département People, c'est pour le long terme. C'est pour nourrir quelque chose qui va durer sur le temps, au travers des prises de décision, des changements, des actions qu'on met en place. Mais il y a également la réalité court terme, parce que le monde fait que, et il a beaucoup évolué ces dernières décennies. On voit bien que les cycles de décision se raccourcissent, qu'on a moins de temps pour prendre certaines décisions, qu'on va beaucoup plus vite dans une certaine volatilité. Notre marché publicitaire est aussi volatile. Il est saisonnier. Il est autour des événements marqueurs. Par exemple, les 3 derniers mois de l'année, il y a beaucoup d'événements marqueurs d'un point de vue commercial qui font que c'est un trimestre très, très important. Ce qui fait que cette gestion court terme, long terme, elle fait aussi partie du rôle. Et c'est pour ça que je l'appelle systémique, parce que finalement, il y a beaucoup d'angles. Encore une fois, le niveau multidimensionnel qui me passionne. Et pour moi, c'est toute la richesse du poste. Et on parle beaucoup justement du rôle
des RH et des DRH à fortiori dans l'écosystème qui effectivement changent beaucoup selon les périodes et qui dans la période actuelle, beaucoup de DRH qui sont arrivés en période d'hypercroissance apprennent aussi un nouveau métier. Sur ce binôme entre un DRH et un CEO, qu'est-ce qui pour toi fait que ça fonctionne ? Je dirais déjà la mise en place d'une communication et d'un partenariat ouvert, transparent, poser des questions, chercher à comprendre un des rôles clés et une des aptitudes clés d'un DRH et d'une fonction RH, c'est de comprendre la vision du business. Qu'est-ce que le business veut atteindre ? Et certes, nous, on apporte aussi, d'un point de vue people, d'un point de vue RH, un autre regard, mais c'est pas l'unique regard. Donc, c'est vraiment de prendre en considération toutes les attentes, les objectifs, la vision du business pour l'intégrer et se dire quelle est la meilleure stratégie d'un point de vue humain pour aller dans cette direction. Donc, bien aligner les objectifs ensemble, faire partie de la table de discussion. Pour comprendre le business, il faut être autour de la table. Donc, on a une équipe de direction globale, de leadership global dont je fais partie et je reporte directement au CEO. C'est très important. Bien sûr. Pour pouvoir comprendre aussi quels sont les enjeux du business à l'instant T et puis apporter la voix, apporter l'éducation, apporter aussi des arguments d'un point de vue humain parce que parfois on est rivé sur le business et c'est très très important de garder cette dimension-là. Ça en dit assez long quand ton DRH rapporte à ton CFO par exemple et rattaché à la fonction finance. Voilà, il y a des choix structurels après qui sont faits selon les organisations, les contextes aussi. Mais dans cet contexte d'hypercroissance, oui, c'est un rôle clé. Donc le partenariat, la qualité du partenariat, la confiance, tout repose sur la confiance dans la vie. Donc la confiance de ce qu'on s'apporte mutuellement. Avoir confiance, c'est aussi accepter de se challenger et de s'auto-challenger. Et ça, c'est important, ce challenge mutuel. Voilà ce que je peux en dire. Et justement, pour aller dans les sujets concrets, dans ces périodes de croissance très soutenue, mais c'est quoi les problématiques people auxquelles tu es confronté ou tu as été confronté ? Oui, alors, beaucoup de choses, mais si je rassemblais le challenge principal, ça a été vraiment cet aspect croissance très rapide et cette croissance dans des contextes très très variés entre un bureau qui a eu 1 ou 2 salariés, qui va être une mini start-up en fait dans ce groupe global, qui va attendre des décisions très rapides, une agilité, d'aller vite, de répondre à ses besoins. Et qui va pas aller tellement chercher peut-être tout l'aspect global des choses. Nous, par ailleurs, d'un point de vue groupe, on doit quand même mettre en place des process de validation, on doit mettre en place une certaine cohérence au niveau global, une certaine gouvernance au niveau global. Donc là, c'est le challenge. C'est le challenge pour Augury de grandir, de continuer à grandir, et c'est ce qu'on veut, tout en gardant son identité de départ très entrepreneuriale, avec des valeurs clés. On a 4 valeurs qui sont vraiment très importantes et qu'on essaye de faire vivre au-delà de les mettre sur les murs, mais dans des comportements au quotidien. On a aussi ce qu'on appelle des standards. Donc ça va être plus des modes de collaboration, des modes de fonctionnement, avec une description de comportements qui sont attendus. Et puis, on a des compétences, qu'elles soient transverses ou spécifiques au job, ou alors en tant que manager. Donc, on s'appuie sur tous ces piliers, en fait, pour pouvoir accompagner la croissance d'Augury de manière à garder une identité qu'on fait évoluer, parce qu'il y a toujours besoin, l'évolution est constante dans la vie. Et l'entreprise, c'est comme un organisme vivant, en fait, donc ça évolue constamment. Mais tout en gardant le cœur, la finalité et ce qui fait vraiment l'ADN. J'allais dire, effectivement, c'est des principes qui sont quasiment ADNiques dans une entreprise. Et tu disais tout à l'heure, on a besoin de construire la bonne culture pour notre contexte et notre ambition. Comment, en fait, est-ce que cette culture, tu parlais de valeurs, de standards, etc., comment est-ce que ça vous aide concrètement à surmonter toutes ces problématiques people, mais pas seulement, parce que ça s'applique aussi complètement à la manière dont tu fais du business, et à, justement, évoluer vers l'atteinte de ces objectifs-là? Alors, c'est la bonne gestion équilibrée de 2 choses, la culture et la performance. Si on revient à la première question, 3 piliers, stratégie, performance, culture. La culture de la performance et donc la gestion de la performance chez Augury, c'est clé.
C'est clé, c'est quelque chose qu'on fait vivre et qu'on alimente en permanence. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par des objectifs alignés, ça passe par un rythme régulier de révision de ces objectifs, de mise en place et puis de discussion, de check-in ou de revue pour revoir où on en est sur la performance. Et ça passe aussi par l'auto-observation ou l'auto-évaluation des compétences. Moi, j'auto-évalue, moi, salarié Augury, mes compétences. Et le manager aussi évalue les compétences. Et on regarde ça ensemble pour avoir un cycle vertueux de l'évolution et du développement. Et ce qui est déjà culturellement dit des choses du fait que tu fasse confiance à tous les auguriens pour s'auto-évaluer dans ce côté, dans cette culture très entrepreneuriale, etc., où chacun est aussi en responsabilité. T'attends pas juste qu'on te dise ce que tu dois faire et que quelqu'un te le dise. Exactement. Alors, d'ailleurs, dans une de nos valeurs, il y a le grit. Grit en anglais, c'est avoir du cran. Avoir du cran, c'est continuer. Moi, la façon dont je le décris, c'est l'image du comics, là, de la bande dessinée, où on a la personne qui vient par la porte et la porte se ferme. Elle va essayer de rentrer par la fenêtre se ferme. Elle va donc essayer de rentrer par la cheminée. Ça veut dire quelle solution je peux trouver face à l'adversité naturelle et organique d'un marché, d'un business, d'une entreprise, qui fait que j'ai besoin de continuer dans un secteur et dans un métier qui est vraiment dépendant aussi des décisions du marché publicitaire, des investissements publicitaires. Donc, rien n'est gagné. Il faut aller chercher ça. Donc, le grit, par exemple, c'est très important. Tu parlais de cette proactivité, de cette anticipation. C'est ce qu'on cherche à développer dans les lignes de responsabilité, dans la clarification des rôles, dans aussi la façon de réagir et de prendre un projet, un objectif, une priorité. Et justement, quand j'ai préparé cet épisode, quand on va très simple, c'est toujours très, j'ai plus que le mot en anglais, mais c'est très telling d'aller voir la marque très employeur, parlant. très parlant, voilà, merci. c'est le lundi matin, c'est difficile, d'aller voir en fait ce que vous mettez en avant auprès des candidats. Oui. Et il y avait ce côté, chaque augurien est un leader. Tu vois, spontanément, pour l'avoir beaucoup vu, on peut se dire, c'est un peu pipeau. En ayant parlé avec toi, je sais que c'est pas le cas. Et concrètement, comment est-ce que vous avez fait pour développer vraiment une culture où chacun, où cette promesse est vraie en fait, tu vois, parce que typiquement, c'est très facile à promettre, mais en réalité, c'est beaucoup mieux quand même quand c'est suivi des faits. Oui. Alors, plusieurs choses. Déjà, c'est un domaine qui me passionne, donc je vais essayer de rassembler les idées de manière à avoir des messages clairs et de pas aussi partir dans toutes les directions. Mais si on commence par définir ce que c'est que le leadership, dans ma définition des choses, le leadership, c'est finalement être un leader, c'est prendre une décision, c'est faire une action, c'est avoir un certain comportement. Et pourquoi ? Parce que on est en constante évolution, donc on a besoin aussi de s'auto-observer, de s'auto-évaluer pour prendre les enseignements de ce qu'on a traversé et aller changer nos décisions, nos actions, nos comportements. Donc ça, c'est ce qui caractérise être un leader. Et de ce fait, tout le monde est un leader, parce que pas uniquement professionnellement, personnellement dans la vie, on est tous confrontés à ça et c'est ce qu'on apprend depuis notre enfance. Donc maintenant, si on le replace d'un point de vue professionnel et chez Augury, ce qu'on a cherché à mettre en place pour cette évolution, c'est un cercle vertueux. Le cercle vertueux de la transformation et du changement. Qu'est-ce que c'est ? C'est j'obtiens une information, il y a un tel résultat qui s'est passé, telle situation, ou alors j'ai reçu tel feedback. Ça, c'est une information. Cette information, je la prends et elle génère un enseignement. Cet enseignement, je vais modifier mes comportements par rapport à cet enseignement et je vais aller donc créer une nouvelle expérience. Cette nouvelle expérience va générer de nouvelles croyances, parce que les expériences génèrent des croyances, dans le sens que on a des convictions et on réagit par rapport à ce qu'on expérimente. Sur la base de ces nouvelles expériences et de cette nouvelle croyance, il va donc y avoir de nouvelles actions et de nouveaux résultats. Et donc, ces nouveaux résultats vont générer des nouvelles informations et ainsi de suite. Et on a comme ça un cercle vertueux. Et c'est là-dessus qu'on a basé tous nos programmes, en fait, et qu'on base notre approche. Si je te donne un exemple, peut-être, par rapport à ça, c'est par exemple le sujet du bien-être, qui est un sujet hyper important,
qui me tient beaucoup à cœur et en même temps qu'il faut à chaque fois réconcilier avec la performance parce qu'on est dans une entreprise. Donc la question qu'on s'est posée, c'est comment on avait au départ créé une campagne de bien-être une fois par an au mois de mai qui était un peu le zoom, le focus. On gère nos activités par campagne. Et ça, c'était une thématique très importante. Donc on avait une campagne annuelle de ce point de vue-là. Et on s'est dit, en fait, annuel, ça suffit, une fois par an, un mois par an, ça suffit pas. C'est quelque chose qui est récurrent et qu'on doit inscrire dans la vie quotidienne. Créer des conditions pour la performance. Exactement. C'est ça le bien-être en entreprise. Exactement. Tu crées des conditions pour la performance, c'est exactement ça. Et donc, tu crées un sens de sécurité pour que la personne donne son plus haut potentiel. Puisse vraiment aller chercher son plus haut potentiel si elle le souhaite. Il y a toujours aussi, c'est mutuel. Il n'y a jamais un plateau qui arrive avec, s'il vous plaît, prenez votre programme de bien-être et qu'est-ce que je peux faire d'autre pour vous ? Bien sûr. On est bien sûr au service du collectif d'un point de vue RH, mais par contre, on n'est pas ce que j'appelle subservient en anglais, c'est-à-dire que il y a absolument une nécessité d'avoir en face aussi une proactivité, une démarche individuelle. C'est ça, être un leader également. Et donc, dans ce programme de bien-être, on a réfléchi à ça et on a mis un programme sur toute une année qui est basé sur plusieurs piliers de manière assez holistique. On a regardé le corps physique, donc pour avoir accès à des contenus et à de l'information, puis à des réflexions sur comment prendre soin de mon corps physique. On a pensé à la santé financière, parce que ça, c'est un vrai sujet de nos jours. C'est intéressant. Oui, avec du coaching sur la santé financière, sur ses propres finances. C'est très, très important. On a pensé, bien entendu, à la santé et au bien-être social, c'est-à-dire être dans une communauté. Par exemple, faire partie d'une communauté, il faut savoir qu'on donne un jour par an pour ce qu'on appelle Community Day à tout le monde. Donc, chaque salarié dans l'entreprise peut avoir cette journée-là et l'utiliser de la manière dont elle veut, soit en collectif, soit en individuel. Pardon. Et on a aussi pensé, bien sûr, à la santé mentale, celle qu'on met beaucoup en avant. Et pour ça, on a aussi un partenaire avec lequel on travaille maintenant depuis près de 3 ans, 2 ans et demi, qui donne accès à des thérapeutes et des coachs professionnels dans toutes les langues de son choix pour pouvoir avoir accès plusieurs fois par mois à quelques séances parce qu'on a toujours besoin à un moment donné de réfléchir sur soi ou de prendre du recul par rapport à une situation personnelle ou professionnelle. Donc ça, c'est un exemple d'accompagnement des leaders. Il y a quelque chose qui est très construit, très systémique justement et qui poursuit un vrai objectif. Parce que comme tu le disais, ce que je regrette souvent sur le bien-être à QVT, c'est quelque chose qui a complètement desservi, entre guillemets, l'image de ces initiatives-là, c'est que c'est souvent assez pauvre. Tu vois, enfin, oui, ok, comme tu dis, on peut faire ça sur la journée du bien-être dans l'année. Toi, déjà, c'était le mois, c'était pas mal, mais on met des fruits et 2-3 autres trucs, et ça y est, on a adressé le sujet. Donc, c'est intéressant d'avoir cet exemple-là. Je pense que c'est justement l'authenticité, c'est très important dans tout ce qu'on fait d'un point de vue RH. Tu prêches un convaincu. Et voilà, j'imagine. Et donc, aller chercher comment l'inscrire et donner des outils à toute personne. Encore une fois, il y a une démarche mutuelle. Donc, ça, c'est vraiment un aspect très important. Mais aller chercher à inscrire ce cercle vertueux du leadership, c'est très important et pour quiconque. C'est-à-dire que ça ne s'adresse pas uniquement à des personnes qui ont un rôle de manager. Et justement, je reviens sur ce que tu disais sur ce cercle vertueux de la transformation à l'échelle de l'individu, j'expérimente des choses, j'ai un retour, j'ajuste mon comportement, je fais des nouvelles choses, etc. etc. C'est intéressant aussi de voir comment est-ce que tu l'accompagnes, parce qu'il y a, si tu parlais de santé mentale, si je compare ça avec la démarche de je me fais accompagner ou je me fais pas accompagner là-dessus, tu peux aller que jusqu'à un certain point seul dans l'interprétation des retours, l'interprétation des signaux, ce que tu es capable toi-même de comprendre, de changer, etc. Puis tu es archi-biaisé dans ta perception de toi-même et bien sûr tout le monde va dire mais non, mais c'est bien le principe du fait d'être biaisé. Donc comment est-ce que tu fais aussi pour que quelqu'un, je sais pas si c'est le manager direct ou quelqu'un d'autre, mais soit dans l'accompagnement aussi de cette évolution de carrière et se donner des retours, pouvoir structurer l'évolution de chacun chez alors ça aussi c'est un vaste sujet et c'est très important, donner des perspectives
tout en étant dans un monde où, comme on l'a dit, les cycles de décision se raccourcissent, les attentes générationnelles peuvent être différentes. Qu'est-ce que veut dire le travail pour moi qui suis dans ma vingtaine ou dans ma trentaine? Quels sont mes objectifs personnels? Donc, chez Augury, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par déterminer les compétences. Ça, c'est le cadre principal au travers d'un competency framework, un référentiel de compétences, qu'on a pris le temps de vraiment créer et générer pour nous, en fonction de notre besoin. On n'est pas allé chercher le produit sur l'étagère ou le prêt-à-porter qu'on essaye rapidement dans un magasin et puis on se dit oui, ça ira bien et on se rend compte en fait quand on arrive chez soi que l'habit ne va pas, qu'il y avait des petits détails qu'on n'avait pas vus. Et puis ça va que rien. Et ça reste dans l'armoire. Voilà, c'est ça. Donc on a été vraiment dans un travail de design très important là-dessus. Donc d'abord les compétences, c'est hyper important d'aller définir ces compétences et d'aller aussi les accompagner et leur donner vie. Et c'est des macro-compétences que tous les auguriens doivent avoir ou tu les cascades, entre guillemets, sur chaque rôle Alors justement, c'est technique ou pas, en gros? Encore une fois, multifacette et multidimensionnel, c'est-à-dire qu'en tant que tel, un référentiel de compétences, c'est multifacette. Il y a l'angle global avec des compétences transverses. Celles-ci, elles sont au nombre de 10. D'accord. Ça va de l'innovation, la créativité, ce qu'on appelle business acumen, c'est-à-dire la connaissance du business. C'est très important pour tout le monde. Oui, complètement. Et selon le poste, on aura plus ou moins besoin d'avoir une connaissance pointue, mais il en faut un minimum. Pour comprendre ce que tu fais de manière globale et pas juste dans ton... Exactement. Comment je contribue en tant qu'acteur de ce projet d'entreprise et de cette vie d'entreprise. Donc, on a des compétences transverses. Ça peut être aussi communication orale et écrite. Ensuite, on a des compétences qui sont liées au rôle technique, ce qu'on appelle les core competencies, donc les compétences techniques. Je suis dans l'équipe marketing, de quelles compétences j'ai besoin. Je suis dans l'équipe, le département RH, le département finance, ingénieur, de quelles compétences j'ai besoin. Donc là, elles sont vraiment dédiées au rôle. Et puis, on a aussi déterminé les compétences managériales, parce que celles-ci, elles sont... Parfois, cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant. C'est-à-dire que oui, certes, le manager gère son équipe, recrute, accompagne la performance, engage, fédère, accompagne éventuellement la sortie. Donc, certes, il y a toutes ces actions-là, mais encore faut-il le déterminer avec nos propres mots et puis aussi bien identifier les attentes par rapport à ça. Ces compétences managériales ne sont pas juste une gradation de ces premières compétences dont tu parlais que chaque augurien doit avoir, parce que c'est ce qui se voit parfois. Là, on rentre un peu dans les trucs techniques, mais tu peux souvent voir des competency framework où tu as 4-5 grandes compétences et puis en colonne dans ton tableau les différentes strates managériales et voilà ce que je dois faire à chaque fois. Là, c'est des choses en plus chez vous? Pour le manager? Oui. Enfin, là, c'est vraiment identifié comme compétence managériale. Voilà, c'est ça. On en a mis 6. Pourquoi? Parce qu'un manager a toujours un rôle stratégique. Donc, il y a l'aspect strategic and thought leadership, c'est-à-dire tout ce qui est réflexion stratégique et capacité à mettre en place. Même si je manage une équipe de 5 personnes et que j'ai au-dessus de moi un manager qui a encore un manager ou encore un autre, il y a de toute façon un aspect stratégique. Donc, on veut accompagner là-dessus et développer cette compétence. C'est aussi une gestion des ressources. C'est l'autre aspect de la stratégie. De quelles ressources j'ai besoin? Qu'est-ce que je peux me permettre d'avoir par rapport au budget qui m'est donné? Tout ça, c'est très important. La bonne ressource au bon moment. Et de le faire de manière raisonnable, responsable, de manière à contribuer au mieux pour optimiser les coûts. Parce qu'il y a toujours des coûts en entreprise, mais il faut vraiment être contributeur pour optimiser tout ça. Et puis ensuite, tu as des compétences liées à tout ce qui est management pur d'équipe, team leadership, performance et feedback. On a identifié ces 3-là parce qu'elles sont vraiment très, très importantes pour nous dans notre contexte. Encore une fois, ça pourrait être défini autrement dans une autre entreprise. Donc là, c'est vraiment caractéristique d'Augury par rapport au contexte qu'on traverse. Et enfin, la dernière, à laquelle je suis très, très attachée, c'est tout ce qui est éthique, compliance, donc conformité, respect des règles, et gouvernance. Et qui va avec votre valeur d'intégrité, si je me dis pas de bêtises. Exactement, exactement. Qui se rapproche à la valeur d'intégrité. Merci de le rappeler. Dans les cas de valeur, on a aussi l'intégrité. Parce qu'en fait, pourquoi alors on a l'intégrité et aussi pourquoi ces compétences, elles sont importantes? Parce qu'on définit la performance chez nous à chaque fois entre qu'est-ce que je fais et comment je le fais.
Il y a D'accord. 2 composantes de performance. La performance, c'est pas uniquement: «Oh, j'ai atteint mes résultats, on m'a donné tel target ou tel objectif, que Et entre j'avais guillemets, peu signé». importe comment je me suis pris, quoi. Et peu importe comment je me suis pris. Au même titre, encore, on revient à la première question, qu'une entreprise, elle existe et elle veut définir sa stratégie, sa performance et sa culture. Elle le fait pas n'importe comment pour Mmh. exister. Elle doit développer sa propre éthique. Mmh. C'est très très important de nos Complètement. jours et il y a une vraie attente à tous les niveaux et c'est très important. Donc, nos compétences, elles reflètent ça aussi. Elles Mmh. reflètent le quoi et le comment. Hein, the what and the how, c'est vraiment notre formule de compétences. Et après, on va décliner un certain nombre de process, comme la mise en place des objectifs, comme la revue de ces objectifs chaque 6 mois, Mmh. comme la discussion annuelle autour pour prendre plus de recul, où on veut retraduire ce what et ce how. Mmh. Et est-ce que ce competency framework peut aussi être utilisé, enfin, admettons, j'arrive dans l'entreprise à un rôle X et je veux savoir comment me projeter, comment progresser vers le rôle X+1. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel je peux m'appuyer pour me dire, bah, les attendus de l'étape d'après, c'est ça, et donc voilà comment je peux y arriver, voilà comment je peux te accompagner, voilà comment je peux me former, voilà ce qu'il faut que j'apprenne à faire par moi-même, etc. Alors, on a mis en place ce Competency Framework depuis maintenant 1 an et demi. Ouais, C'est quelque chose qui s'inscrit, bien sûr. sur la durée. Tout salarié a accès à toutes les compétences, D'accord. en fonction des rôles, donc sait quelles sont les compétences à maîtriser dans d'autres rôles. Est-ce qu'il y a, dès le départ, un point de départ et d'arrivée qui peut être donné comme une trajectoire? Ça, c'est à déterminer en fonction de l'objectif individuel parce Bien sûr. que un career path, et donc une gestion de Mmh. carrière, de sa propre Ouais. carrière et de sa propre trajectoire. C'est vraiment sur la base d'abord de qu'est-ce qui me motive en tant qu'individu, qu'est-ce que je veux réaliser, qu'est-ce que je veux accomplir, quels sont mes talents, ce que j'aime, ce que je sais faire, Mmh. et d'aller regarder tout ça pour ensuite construire. Donc oui, il y a ce potentiel-là d'avoir, de pouvoir aller chercher sa trajectoire qui est à déterminer au moment où je le ressens, Mmh. peut-être pas dès le départ, parce que au départ, on est très très concentré par la prise de Bien poste sûr. et par déjà ce qu'on doit accomplir, mais Mmh. après quelques années, oui, où est-ce que je voudrais aller? Mmh. Et le competency framework, ce référentiel de compétences, il est là, oui, pour Mmh. déterminer et voir ce qui est attendu de chaque rôle. Il est là aussi pour avoir sa propre réflexion par rapport à ça. Mmh. Donc oui, il y a cette opportunité-là qui peut être donnée. On cherche à encourager un maximum l'utilisation de ce career path, mais ça, c'est la durée qui va nous Bien donner sûr. ces exemples-là Mmh. pour démontrer qu'on peut s'en servir comme un outil de gestion de carrière, tout à fait. Mais c'est assez passionnant parce que ce que tu dis tu parlais tout à l'heure du rôle d'enabler, Mhm. que tu vois comme étant le tien et probablement celui de la fonction RH du coup. Et ça se retrouve vraiment beaucoup dans tout ce que tu dis. C'est-à-dire, on crée vraiment les meilleures conditions pour permettre C'est ça. aux gens de performer. On n'attend pas qu'ils soient, enfin, on attend qu'ils performent, mais on sait que c'est aussi, enfin, tu parlais beaucoup de donnant-donnant, de réciprocité. En fait, tu leur donnes tous les éléments pour le faire. Et souvent, quand on redescend à l'échelle individuelle, la personne qui va le plus être clé dans ta progression, à part toi, c'est ton manager direct. Et ce rôle de manager de proximité, même si c'est pas forcément le bon mot, mais c'est un rôle qui est extrêmement difficile en scale-up, parce qu'il faut Mhm. soi-même monter en compétence, plus se réinventer tout le temps en fonction du changement de contexte, qui peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Et j'imagine que eux-mêmes, ces managers ont besoin d'accompagnement, enfin c'est même une certitude. Comment est-ce que vous avez abordé chez Augury ce sujet de le soutien, on va dire, Oui. des managers? Parce que je sais même pas si accompagnement c'est le bon mot, ou la montée en progression, mais Oui. Alors, oui, c'est un rôle clé qui n'est pas facile du tout. Et d'ailleurs, moi, je salue le rôle du manager au quotidien parce que c'est un rôle qui demande de prendre beaucoup de recul et par rapport à soi et par rapport à ce qu'on traverse. Donc, il y a vraiment déjà un besoin d'avoir une personne qui a envie de le faire. Souvent, on regarde le rôle de manager en se disant: «Oh, j'ai envie d'être manager parce que c'est ça ma croissance, ça va être ça mon succès». Hmm. Et puis certains se disent: «Non, c'est pas pour moi en fait. Je l'ai fait, j'ai voulu le faire, j'ai pensé que ça répondrait, mais ça ne répond pas». Donc déjà, il faut se poser la question: est-ce que j'en ai vraiment envie? Et dans l'expérience, est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça m'énergise?
Nous, pour l'accompagnement de ce rôle de manager, on a donc déterminé ses compétences et on a aussi créé une Manager Academy. Okay. Au départ, avant qu'on ait un competency framework bien établi, on avait mis en place une version assez légère, assez light de la Manager Academy avec 4 grands axes. Comment je détermine des objectifs, comment j'évalue la performance, comment je restitue cette performance, donc comment je discute et quelles conversations je peux avoir autour de cette performance. Et puis, autour du leadership aussi, sur le situational leadership, qui est un leadership où on adapte en fonction du contexte de la personne. Ensuite, on l'a fait évoluer, cette Manager Academy, un peu dans une V 2.0 depuis 2023-2024. Vers les compétences que je t'ai décrites plus tôt. Et donc là, on a des modules. On a des modules où on fait un système, parce que ce qui est compliqué, c'est de trouver le bon équilibre. Et par moment, on peut nous dire dans les équipes, on n'a pas assez de formation. Et puis par moment, on peut nous dire, on en a trop là. T'as pas le temps de les faire, et puis j'ai un vrai boulot à côté. Puis j'ai un job. Donc, il faut trouver le bon équilibre, ce qui est toujours une question sur laquelle prendre du recul. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une approche de formation sur 3 temps. Un temps de self-learning. J'ai une petite vidéo ou quelque chose d'une demi-heure à faire que je choisis de faire dans les 3 prochaines semaines. Après, il va y avoir un workshop facilité par un professionnel qui va animer, donner, transmettre du contenu, faire réfléchir. Puis ensuite, il va y avoir du peer-to-peer session. Et ça, on le fait en 3 temps. Et ça s'étale à peu près sur un trimestre. C'est quoi? C'est du co-développement, vos peer-to-peer sessions? Le peer-to-peer session, c'est de la réflexion mutuelle. Donc, ça peut être du partage des questions que je me pose autour du module en question et du contenu en question. Ça peut être du partage de best practice. Ça peut être aussi de faire des petits binômes et puis d'aller discuter plus précisément sur une question. C'est très ouvert. Mais l'idée, c'est de favoriser l'échange. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour les managers. Tu disais qu'il y avait des enjeux autour des startups et du rôle du manager. C'est vrai. Et ce qui est d'autant plus vrai, c'est qu'une startup, en fait, elle a du mal à laisser la place au rôle de manager au départ. Parce qu'un manager, en réalité, il est à la fois opérationnel et gestionnaire d'équipe. Et il est à 90% opérationnel et 10% gestionnaire d'équipe. Et encore. Et en fait, et souvent, on a tendance à dire cette personne, elle est vraiment très, très bonne techniquement, elle va gérer l'équipe. Ce sont des compétences différentes. C'est pour ça que je reviens sur ce que je disais en introduction, où il faut vraiment que chaque manager se pose la question, est-ce que j'aime ça ou pas? Est-ce que j'ai envie de me donner? Parce qu'ensuite, on va aller creuser sur à la fois ses forces et à la fois ses faiblesses permanence. Et donc, l'idée, c'est par ces formations, par tout ce qu'on met en place, par définir les compétences, on donne la place au manager. Et on lui dit, ces compétences-là, elles prennent du temps à développer, mais aussi dans la gestion quotidienne, il y a besoin d'un temps pour manager. Bien sûr. Et faire les évaluations ou définir les objectifs, c'est pas quelque chose que je vais commencer à 7h du soir jusqu'à minuit, les soirs de la semaine. On est d'accord. On est tous passés par là, Bien je sûr, pense. Et c'est toujours le truc que tu mets une fois que tu as fait tout le reste, c'est-à-dire ton vrai boulot, entre guillemets. Alors que c'est un vrai job de manager. Et alors, pour continuer d'aborder toutes les strates de la complexité, entre guillemets, dans ton environnement chez Augury, tu l'as dit au début, il y a aussi une dimension interculturelle. 19 marchés, 26 pays, si je dis pas de bêtises, du coup c'est ça. Ce qui vient encore ajouter une difficulté pour tout le monde quand tu évolues dans ce contexte. Vous êtes très, très présent, en plus, si je ne me trompe pas, sur le marché US, qui est une espèce de Graal pour beaucoup de boîtes tech. Oui. Donc, la question, c'est comment est-ce que toute cette culture que tu nous décris depuis le début, à la fois, elle tient le choc, justement, de l'interculturalité sur des cultures, entre guillemets, nationales, on va dire, et comment est-ce que tu arrives à non seulement faire qu'elle tienne le choc, mais est-ce que tu gardes un sentiment d'appartenance à la culture Augury plutôt qu'à je suis dans le bureau, je dis n'importe quoi d'Austin, et donc bah voilà, c'est la culture américaine d'Augury qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec Paris, Londres ou tout autre pays, quoi. Oui, alors immanquablement, il y a toujours cette double casquette d'un salarié. J'appartiens à une entreprise et j'appartiens au bureau local de mon entreprise. Donc pour Augury, c'est pareil. Et l'idée, c'est de dire
comment Augury peut clarifier ce qui est attendu, ce que ça veut dire de travailler chez nous, donc nos objectifs, notre ambition, notre vision, porter ce projet. Donc ça, il faut déjà une vision commune, avec une équipe de leadership commune. On a une équipe globale, et moi je discute avec mon collègue General Manager Americas, Anthony, très régulièrement sur toute sa réalité aussi. Et on l'accompagne pour comprendre, parce que ça passe par les leaders, tout ça. Bien sûr. Donc nous, qu'est-ce qu'on met en place d'un point de vue RH? On met en place des principes, une philosophie, les valeurs, les standards. On essaye d'être le plus concret possible sur et quels sont les comportements attendus par rapport à ça. Et ensuite, les leaders locaux vont distiller tout ça, vont faire vivre tout ça au quotidien. Eux, ils vont faire le pont entre la culture globale et puis la réalité locale. En Australie, où on a une dizaine de personnes, c'est pareil, il y a une réalité qui est un Augury en Australie. Au Japon, où nous avons une quinzaine, un peu plus de 15 personnes qu'on a ouvert d'ailleurs en 2022, ça fait partie des pays qu'on a ouvert cette année-là, on en a ouvert pas mal. Et là, maintenant, on a déjà 15 personnes. On a un vrai succès chez Augury au Japon. Et donc, qui est encore un marché très dur à pénétrer, paraît-il. Mais... Exactement, c'est ce que je pensais. Personnellement, je ne l'avais pas fait, d'ouvrir un marché au Japon. Et donc, on y allait avec, en étant conscient qu'il fallait qu'on fasse attention de bien mettre les choses en place. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un leader qui s'appelle Rio et qui est extrêmement présent, qui sait exactement faire le pont entre le global et le local, et qui nous a aidé à construire et aller prendre nos marques vis-à-vis du marché. Donc, ça passe par ce rôle de manager, de leader intermédiaire. Par contre, nous, on va toujours essayer de garder ce chapeau, ce que j'appelle le chapeau commun, cette ombrelle qui va être vraiment la vision d'ensemble, la clarté, donner accès à ces informations-là. On mesure l'engagement 1 à 2 fois par an, selon les contextes. On a une enquête globale et on a aussi des enquêtes plus ciblées selon les départements, s'il y a des besoins d'aller travailler ou aller chercher du feedback sur tel ou tel sujet dans l'année. Et ça nous permet aussi d'aller prendre en compte comment se sent le bureau de Los Angeles par rapport au bureau de Londres ou au bureau de Paris ou de Strasbourg. Et puis, il y a aussi ce côté, je ne sais pas si c'est beaucoup le cas chez Augury, mais donc, tu as besoin effectivement d'adapter à la réalité locale. Effectivement, la réalité d'un bureau de 10 personnes n'est pas celle d'un bureau où il y en a 200. Et il y a aussi ce côté d'être capable de faire travailler ensemble, collaborer des gens qui viennent de cultures très différentes. J'ai pas tous les axes de la culture map d'Erin Meyer en tête, mais le côté, le rapport au temps, la manière de donner du feedback, d'être très chaleureux tout de suite ou pas, ces éléments vraiment très interculturels, est-ce que c'est des choses que tu prends en compte et comment est-ce que vous avez réfléchi au sujet ? Oui, alors on les prend en compte parce que c'est des codes et des conventions différentes. La façon de dire oui, de dire non, de se saluer, effectivement, de s'introduire. Tout ça, c'est à prendre en compte. On est d'ailleurs en train de préparer un contenu plus lié au management multiculturel. Okay. Ça fait partie des choses qu'on va accompagner en 2025, de manière à continuer ce trajet, d'équiper les managers avec ça. Mais oui, ça, c'est fondamental. Je pense que ça fait partie aussi, de toute façon, d'une expérimentation en tant que manager. Quand je commence à aller vers des cultures, déjà, il y a le côté gérer une équipe sur place et gérer une équipe à distance. Donc, qui dit manager plusieurs pays dit gérer des équipes à distance. Ça s'apprend, ça se développe. C'est 2 réalités différentes, avec un objectif commun, mais avec des moyens différents qu'on met en place. Et puis ensuite, au-delà de ce côté international, quand ça va sur d'autres continents, d'autres cultures, là, c'est aussi important de le prendre en compte. Donc, on est en train de préparer tout ça de manière à continuer à faire évoluer cette Manager Academy avec ces contenus-là. Et quelque chose qui est aussi très facilitateur de cette collaboration, c'est le fait d'avoir un feed justement avec cette culture un peu chapeau d'Augury. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui me passionne réellement, c'est comment est-ce que vous faites pour à la fois attirer et recruter des gens qui correspondent en fait à cette culture. Comment est-ce que tu mesures ce culture fit déjà tout en haut de l'entonnoir en attirant les gens qui vont matcher et pour le tester aussi en process de recrutement. Et j'imagine que tu leur demandes pas juste est-ce que tu aimes bien le grit ou est-ce que tu es intègre. Oui, alors effectivement, on a tout un process qui va à la fois
identifier plusieurs personnes qui vont être en charge d'interviewer. Il y a le manager qui est en charge du recrutement et qui va être accompagné par son talent partner, c'est-à-dire son recruteur, pour faire le travail d'aller chercher qu'est-ce qu'il faut qu'on évalue. Et ensuite, on a des questions associées à ces compétences-là. On a aussi un petit feedback form, un formulaire où on répond très très vite sur les valeurs. Est-ce que on ressent que c'est aligné ou pas. Beaucoup d'échanges aussi, des prises de contact. Parfois, on fait des erreurs, comme toute organisation, tu comme ne peux tout que te humain. dérisquer, c'est ce que je dis toujours sur le recrutement. Tu peux que réduire le risque, tu ne seras jamais zéro. C'est ça. Après, on essaye d'être le plus transparent possible. Et je ne sais pas si tu as eu accès à ce qu'on propose aux candidats, mais on a tout un pack candidat où on décrit vraiment nos valeurs, nos standards, qui on est, des portraits de managers, de leaders, pour donner la couleur aussi, parce que l'idée, c'est que c'est un recrutement, c'est pas uniquement l'entreprise qui décide de recruter telle personne, c'est une décision mutuelle. Sûr. Encore une fois. Et donc, il faut aller chercher aussi en face qu'est-ce qui va être important pour la personne, comment elle a réagi à telle situation à laquelle elle peut être confrontée. Dans les techniques d'interview, il y a la technique sur les questions autour des compétences et autour de l'apprentissage de ces compétences qui sont très importantes. Donc là, toute mon équipe talent, c'est-à-dire recrutement, avec son leader Stéphanie, nous accompagne et accompagne tous les managers pour aller faire au mieux dans cette évaluation. C'est toujours un pari, c'est à la fois une promesse et un pari. Et puis, on se donne le temps, pendant la période d'essai, de regarder comment ça fonctionne. On a aussi mis en place tout un process d'onboarding parce que, au-delà du recrutement, qui est je suis attirée, j'ai envie de rejoindre, il y a aussi comment vont se passer mes premiers 6 mois. Et donc, on a tout un process qu'on a mis en place qui fait partie de notre, je pense, d'une force qu'on est en train de développer, d'une vraie compétence d'intégration, où on a vraiment regardé ça, encore une fois, multifacette, parce qu'il faut à la fois comprendre dans quel groupe j'arrive, donc donner ces informations génériques, générales, qui vont participer à la photographie d'ensemble et à ce chapeau pour comprendre où est-ce que j'arrive. Et ensuite, il y a l'intégration et la prise de connaissance de l'équipe directe, mes collègues directs, mais aussi des personnes avec qui je vais être en contact. Donc, très vite, les mettre en contact, organiser des introductions par rapport à ça et comprendre comment on va travailler, ce que les uns attendent des autres. Et puis, il y a ma prise de poste dans mon ramp-up en tant que nouveau salarié. Là, c'est un travail clé avec le manager. Donc, on coordonne un process d'onboarding qui gère ces 3 dimensions pour aussi accompagner les managers dans ce rôle-là et mettre en place un calendrier sur les 2 premières semaines, qu'on essaye, toujours pareil, cet équilibre entre suffisamment mais pas trop. Et c'est toujours très difficile à trouver, en fait. Et donc, on réajuste. Ça fait maintenant 1 an à peu près qu'on a testé ça petit à petit sur plusieurs types de postes. On l'adapte. C'est pas pareil pour un commercial que pour un ingénieur ou que pour une personne qui rejoint l'équipe juridique. Et alors, on a beaucoup parlé de tout ce que vous avez mis en place justement pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Si on se projette un peu, l'idée de construire tout ça, c'est aussi justement de construire une rampe de lancement pour aller encore plus loin. Augury, dans 3 ans, ça ressemble à quoi ? Augury, dans 3 ans, ça ressemble à un leader qui veut continuer à se positionner sur le marché en tant que leader, ça va donc être basé sur la croissance, sur l'expansion. Te dire exactement où, quand, comment, ça, ce n'est pas de mon ressort aujourd'hui, mais bien entendu qu'il y a des conversations et une perspective pour aller vers ses ambitions. Il y a un vrai marché sur lequel on peut prendre une place et continuer à prendre sa place. Donc, il y a une vraie opportunité de marché. Et d'un point de vue humain, ça va être de continuer à gérer ce qu'on appelle la scalability, l'économie d'échelle, c'est-à-dire pouvoir grandir tout en restant le plus soi-même et cette identité, la faire évoluer, mais garder ses principes de base, comme on se disait plus tôt. Donc, on va continuer autour de tout ce qui est leadership, feedback, développement des compétences, gestion d'une transformation, accompagnement de l'innovation ou de l'ouverture de nouveaux marchés, recrutement, bien entendu. Et mise en place aussi, nous, de nos partenariats, parce que j'ai développé un département qui est avec des piliers très importants
pour pouvoir accompagner le cycle de vie du salarié, qui débute quand on est candidat et qui se termine quand le salarié s'en va. Donc, tout salarié a son cycle. Et nous, d'un point de vue RH, on accompagne ça. Et l'idée, c'est d'avoir des compétences verticales en recrutement, en gestion opérationnelle, administrative, ce qu'on appelle People Ops ou HR Ops, qui va là avoir plutôt un prisme et une répartition géographique avec des équipes qui gèrent par géographie, par pays, ainsi que des people partners, donc là qui sont les business partners RH qui vont aller accompagner les leaders et les managers dans leur prise de décision pour les décisions autour de talent, justement de recrutement, de performance, de développement, de succession, d'organisation. Et on a aussi des centres de compétences qui accompagnent tout ça, comme par exemple Companben, tout ce qui est politique salariale et d'avantages, où on a une personne en interne qui nous aide à aller regarder ce qui se passe sur le marché et puis à aller construire aussi des outils simples, parce que ce travail sur le Companben, c'est vraiment simplifier la complexité. Donc l'idée, c'est d'aller trouver des outils simples qui accompagnent à la fois le reste de l'équipe RH et à la fois les managers pour qu'ils comprennent pourquoi on a tel budget d'augmentation, qu'est-ce qu'on peut faire avec, quelles sont les recommandations selon les situations individuelles. Et on a un pôle aussi en interne qui est autour de la culture, learning et development et communication interne. Donc, ce département RH... C'est un sacré département RH, c'est impressionnant pour le coup. Il est clé. On a aussi toute notre équipe de recrutement en interne. On gère principalement sur un modèle internalisé au niveau recrutement. Oui, il y a un vrai investissement. Oui, il y a un vrai investissement. Et ça change ce qu'on peut entendre sur les équipes RH où c'est toujours 3 personnes qui doivent savoir tout faire et qui sont au bord du burn-out la moitié du temps parce que c'est juste impossible, quoi. Exactement. Et puis, immanquablement, on va survoler dans ces cas-là. Oui. Comment peut-on développer un impact et avoir vraiment cet impact sur la durée si on survole? C'est juste pas possible. Donc après, c'est un choix. C'est un choix que chaque aussi entreprise fait. Il y a des entreprises qui arrivent à se développer sur ce modèle-là et c'est suffisant. Personnellement, d'un point de vue RH, ce qui m'a vraiment séduit chez Augury, c'est cette perspective de pouvoir avoir cet investissement qui est fait sur l'humain, qu'on professionnalise. L'idée, c'est aussi, nous, d'avoir des mesures de performance et d'être dans la performance, à la fois quantitatif et qualitatif. Donc, on s'engage en tant que partenaire RH à aussi apporter de la valeur ajoutée, même si c'est pas toujours tangible dans ce qu'on peut mesurer. C'est plus dur à mesurer. C'est toujours un challenge, mais c'est intéressant. Et il y a des moyens de le faire. Et donc, oui, il y a ce réel investissement qui est vraiment bien. Et là, par curiosité, ces indicateurs, qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi? C'est l'INPS, le turnover, l'attrition, des choses comme ça ou Alors, notamment, mais ça peut être, par exemple, sur les recrutements, on va regarder l'attrition dans les 12 mois. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire de cibler pour se dire, OK, est-ce qu'on a eu des succès ou des échecs par rapport à ces recrutements? Parce que oui, on est capable de recruter rapidement, mais dans quel niveau de qualité? L'engagement, bien sûr, est clé. Mais au-delà de l'engagement, ce qu'on fait, et là, c'est le Cali, c'est qu'on communique les résultats d'engagement à tous les salariés. D'accord. On communique ensuite un plan d'action global, encore une fois multifacette et multidimensionnel. Plan d'action global, donc l'entreprise va s'engager en général sur trois actions ou 3 piliers d'action principales au niveau global. Parce qu'on estime qu'il faut faire avancer ça. Mais il y a également des plans par département. La finance et le juridique qui sont ensemble dans un même département vont regarder leur plan d'action. Tout ce qui est engineering va regarder son plan d'action, produit, commercial, RH, people, et puis marketing, etc. Et on va ensuite aussi analyser les résultats par géographie. Parce qu'encore une fois, la réalité de ces bureaux dont on parlait tout à l'heure, elle nous donne des indicateurs. Donc oui, on regarde ces indicateurs, mais on en fait quelque chose. Oui, bien sûr. Sinon, il n'y a pas de raison pour laquelle un salarié donnerait son feedback s'il voit qu'on ne fait rien. Ça ne sert à rien. Et puis, c'est génial d'avoir cette segmentation, entre guillemets, qui est plutôt dans l'ADN d'Augury, finalement, de segmenter, mais tu peux voir où est situé le problème. C'est-à-dire que c'est pas la peine de faire un changement à l'échelle corporate si en fait tu te rends compte que ton problème ne vient que des bureaux de moins de 10 salariés. Je dis des bêtises, tu vois. Mais ce sera pas le même remède et tu risques de... Exactement. Donc là, une subsidiarité, quoi. On a toute une analyse sous ces angles différents et notamment par rapport au bureau. Qui nous permet de comprendre. Alors, il y a toujours le respect de l'anonymat, bien entendu, et puis des rapports qui sont livrés à partir de 5 répondants pour pouvoir justement préserver cet anonymat.
et les commentaires qui vont avec. Une enquête, c'est du quanti et c'est du quali avec les commentaires. Là, sur la dernière enquête, en général, on est vers entre 1000 et 1500 commentaires. On en a eu un tout petit peu moins la dernière fois, mais voilà, on a beaucoup de commentaires. Notre CEO les lit tous individuellement, je les lis tous individuellement. La personne en charge dans mon équipe de faire l'analyse les lit tous et on analyse tout ça ensemble. Écoute, c'est passionnant. Je pourrais continuer de faire ça pendant très longtemps. C'est ça, moi aussi. Mais merci beaucoup, Blandine. Je t'ai posé plein de questions. Je t'ai beaucoup cuisiné. Merci d'avoir joué le jeu d'y répondre. En retour, je le fais toujours maintenant sur ces épisodes. Est-ce que toi, il y a une question que tu veux me poser justement autour de tous ces sujets de culture ? Alors, merci beaucoup déjà d'avoir pris le temps de poser ces questions. Je t'ai effectivement livré, j'ai essayé de te dépeindre ce qu'était Augury et sa culture. Qu'est-ce que tu en retiendrais, toi, de la culture d'Augury ? Qu'est-ce que tu aurais à m'en dire ? Écoute, je sais pas si c'est la culture elle-même dont je retiens des choses de ce que tu m'as dit, mais là, ce qui me vient spontanément, c'est deux choses, en gros, deux mots, le mot d'enabler et le mot de cohérence. Enabler parce que j'ai trouvé ça génial, le côté dont... Enfin, vraiment, c'est très coaching, mais ce côté on crée des conditions pour, et on le fait de manière très poussée. C'est extrêmement... troisième mot, ce serait réfléchi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup de sens, et ça prend bien 1 heure d'arriver à comprendre tout ce que tu dis dans ta première réponse, en fait. Ce côté comment tu mets ensemble la vision, la performance et la culture. Donc, d'arriver à créer cette culture vraiment en soutien, et pas juste de manière... en affichant des bonnes intentions et des mots sympathiques sur les murs, mais en créant tout un système derrière de mise en œuvre. Et donc, du coup, la cohérence derrière, ça va vraiment loin entre, justement, les fondamentaux, les intentions qui sont affichées, et la manière de les mettre en œuvre. Pour le coup, je pense que toutes les personnes qui écoutent cet épisode vont soit apprendre plein de choses sur comment avoir une fonction RH qui est au service de la performance et qui permet de la créer, soit en tout cas repartir avec des idées, parce que pour le coup tu as dit beaucoup de choses, merci pour ça, et c'est très 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 concret, quoi. Donc, tant mieux, merci du retour. Je crois qu'il y a exécution dans vos valeurs aussi. Donc... Oui, exactement. Voilà. Exactement, tu connais bien nos valeurs, Benjamin. Donc c'est facile. Effectivement, et merci beaucoup, et c'est toujours un plaisir de faire ce travail de manière authentique, en toute humilité, pour justement aller chercher cet impact. Donc merci d'avoir pris le temps de me faire parler là-dessus. Non, merci à toi d'avoir répondu. Et une dernière question du coup qui est traditionnelle sur ce podcast, tu en as déjà donné plein, mais finalement ce serait quoi le conseil que toi tu donnerais à un autre dirigeant pour faire de sa culture entreprise un levier de développement, de croissance pour son entreprise ? Alors, chers dirigeants, existants ou à venir, investis. Oui, bon conseil, je suis d'accord. Investi. En fait, c'est vraiment ça le point de départ. C'est-à-dire quels sont les moyens que l'on est prêt à mettre en place. On n'aura pas plus que les moyens qu'on se donne. Les miracles n'existent pas de ce point de vue-là. Oui, on peut faire beaucoup de choses et on peut démultiplier, mais il y a un investissement au départ. Et c'est encore une fois ce que j'ai apprécié énormément chez Augury, c'est cette volonté d'être ambitieux d'un point de vue business et humain, et donc d'investir aussi par rapport à ses ambitions. Ça serait vraiment le conseil que je donne à tout dirigeant dès le départ, à la hauteur de ses moyens, mais mettre un certain pourcentage d'investissement dedans. Un très bon conseil. Merci beaucoup, Blandine. Merci beaucoup, Vincent. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.